Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Renaud Dutrail. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, ancien ministre des PME, président aujourd'hui de Mirabeau Private Equity. On évoquait juste avant cette histoire-là, cette débâcle boursière d'Altis. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Un groupe qui a été porté au nu, que les marchés ont aidé à se financer avec une boulimie d'acquisition, et aujourd'hui les marchés se retournent. Ça Alors, quel il y a commentaire ? le fond, et Cyril Lachèvre avait raison d'indiquer que la valorisation en fait, du titre ne reflète pas nécessairement la valeur réelle de l'entreprise. Mais on sait que quand il y a une espèce d'angoisse latente, parce que ça a marché trop bien pendant trop d'années, ça fait maintenant plus de 9 ans que la croissance est ininterrompue aux États-Unis, il y a l'attente d'un déclencheur, d'une inversion. Et peut-être que Altis est le bouc émissaire, celui qui annonce que tout à coup les choses vont moins bien se passer, et donc toutes les attentions se focalisent sur ce qui se passe en ce moment chez l'opérateur. Au-delà d'Altis, quand il y a trop de dettes et qu'il y a encore une fois des achats par LBO et qu'on met de la dette, après la proie qu'on a achetée, elle doit délivrer la performance, sinon après ça devient problématique, il y a un effet ciseau. Il y a toujours un rappel à la raison, et la raison c'est de créer de la vraie valeur, de la valeur réelle, c'est-à-dire d'investir dans la croissance des entreprises. Lorsqu'il y a une valeur qui est trop artificielle, qui est créée de façon trop rapide, instantanée parfois, ou bien qu'elle est basée sur du levier, de la spéculation et l'émergence en fait de bulles inflationnistes, dans ce cas-là, effectivement, il y a de l'angoisse qui naît et le sentiment qu'il faut revenir à la réalité, et donc il faut un signal. Et peut-être que c'est ça le signal. Oui, enfin, ça ne sera pas un signal très positif, parce que pour le coup, on est peut-être au début de quelque chose. Il vaut mieux on voit anticiper. Comment les marchés sont agités. Il vaut mieux anticiper. C'est notamment la mission des banques centrales aujourd'hui d'être extrêmement vigilantes sur toute inflexion qui pourrait annoncer une crise. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut que les banques centrales soient très vigilantes sur ce qui pourrait annoncer une inversion du cycle. Bon, retour en France, il y a beaucoup de sujets évoqués avec vous, Renaud Dutrail, et le Sénat qui vient d'annuler la hausse de la CSG. Alors certes, ce sera sans conséquence parce qu'on sait bien que ce sont les députés qui ont le dernier mot, mais les sénateurs ont proposé en fait de remplacer cette hausse de CSG par une hausse de TVA de 0,7 points. Voilà, pour ne pas demander aux retraités de payer la facture de la baisse des charges pour les salariés. Avouez que d'un point de vue intellectuel, ça se défend quand même, hein. Il y a un président de la République qui a annoncé avant les élections ce qu'il allait faire. Et donc les Français ont voté. Ils auraient pu dire on ne veut surtout pas de ce programme. Ils ont voté pour ce candidat et pour ce programme. Et le président de la République applique son programme. On est vraiment dans ce que doit être la démocratie. C'est-à-dire on annonce avant ce qu'on va faire, et puis une fois qu'on a été élu, on le fait. Et avant, c'était un peu l'inverse. Les gens n'annonçaient jamais ce qu'ils allaient faire. Et puis, ils ne faisaient pas ce qu'ils avaient annoncé. Donc, on était dans la confusion générale. Là, je trouve formidable d'avoir enfin un gouvernement qui applique un programme qui a été annoncé, un président qui tient le cap. Et le cap, ça inclut évidemment la hausse de la CSG. Il a d'ailleurs été. Vous savez que c'est la mesure la plus décriée, c'est la plus impopulaire. Quand on pose la question aux Français, encore une fois, c'est pas l'ISF, c'est pas les APL, c'est la hausse de la CSG qui est rejetée par 80% des Français. Il faut écouter quand même ces presque 3 millions de retraités, peut-être qui nous regardent pour partie, et qui, pour le coup, eux vont perdre en pouvoir d'achat et qui ne vont pas bénéficier de la baisse de la taxe d'habitation. Vous savez, ce qui est le plus inquiétant pour les grands-parents quand ils pensent à leurs petits-enfants, pour les parents quand ils pensent à leurs enfants, c'est quand il y a des gouvernements qui ne font que des choses populaires. Alors ça, c'est ce qui s'est passé en France depuis 25 ans. Des gouvernements qui refusaient de faire ce qui est impopulaire et qui ne faisaient que ce qui est populaire. Alors on veut plaire aux gens. Alors si on gouverne un pays en disant « je ne fais que ce qui plaît aux gens », là on va droit dans le mur. Et pour la première fois, on a, là encore, un gouvernement qui est prêt à prendre des mesures impopulaires. C'est jamais populaire d'augmenter un impôt, on le sait très bien. Donc imaginez que tout à coup les gens applaudissent parce qu'on. Mais c'était pas une erreur justement plutôt de se dire il a fallu augmenter la TVA, non pas la CSG, c'était le programme de François Fillon. Oublions que ce soit Fillon d'ailleurs. Non, parce que si vous augmentez la TVA, vous frappez en fait la dépense du consommateur, vous frappez la croissance. Vous avez un impact très fort sur la croissance. Et c'est encore plus injuste, puisque dans la CSG, vous avez les revenus financiers, les revenus du capital. Lorsque vous augmentez, parce qu'il y a la flat tax. Donc quelque part avec la flat tax, donc, une façon. Ça va pas jouer de la même façon. Mais vous avez une assiette qui est très large, qui est beaucoup plus juste, qui est celle de la CSG, où tous les revenus sont concernés. Si vous augmentez la TVA, vous frappez surtout les plus faibles salaires, ceux qui en fait canalisent l'essentiel de leurs revenus vers de la consommation, ceux qui vont dans les magasins et puis qui dépensent. Alors là, ceux-là, ils vont être taxés beaucoup plus. Donc le Sénat, il a visé clairement les plus pauvres des Français, alors que la mesure sur la CSG, elle est beaucoup plus équitable.
Un mot de cette pomme de discorde, de ces pommes de discorde qui s'accumulent entre le MEDEF justement et le gouvernement. Pierre Gattaz était hier dans sa conférence de presse mensuelle, a vivement critiqué deux mesures annoncées, dont l'une annoncée hier par le ministre Darmanin sur l'instauration du prélèvement à la source. Maintenant, on a une date, c'est le 1er janvier 2019, mais aussi sur, il n'est pas content Pierre Gattaz, sur ce projet de bonus-malus sur les cotisations chômage payées par les employeurs. Est-ce que le MEDEF, selon vous, abuse comme ça de protester alors que le gouvernement a quand même fait pas mal de choses pour les entreprises, les entrepreneurs, l'impôt sur les sociétés, la flat tax sur le revenu financier, l'impôt sur la fortune divisé par 4 ou 5? Alors un jour, c'est la CGT qui hurle, le lendemain, c'est le MEDEF. Bon, ça prouve que ce gouvernement et le président de la République ne fait pas la politique des uns contre les autres. Il essaye de trouver un chemin d'intérêt général, d'intérêt commun. Et donc ces gens qui représentent des intérêts particuliers sont parfois mécontents et parfois satisfaits. Mais ce qui est important, c'est que l'intérêt du pays soit vraiment ce qui guide les ministres et le gouvernement aujourd'hui. C'est l'intérêt du pays. Moi, je suis entrepreneur. Honnêtement, je ne considère pas que le MEDEF soit la seule voix des entrepreneurs. Et je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ne se reconnaissent pas dans le MEDEF. Donc, ce n'est pas parce que M. Gattaz a tout à coup une crise urticaire que ça veut dire que la politique du gouvernement n'est pas pro-business, pro-entrepreneur. Il n'y a pas eu de gouvernement, mais bien sûr, elle ne l'a jamais été d'ailleurs. On perçoit tous les jours, quand on est dans la réalité des entreprises, le changement d'ambiance. Hein, il y a une conjoncture qui est portée aussi par la psychologie. Et la psychologie en France, elle est très bonne. Le regard que l'extérieur porte sur la France n'a jamais été aussi positif. Et on le doit en grande partie à Emmanuel Macron. Bon, et quand Pierre Gattaz dit que ce n'est pas à l'entreprise de collecter l'impôt, on peut dire qu'il a raison. Pourquoi c'est à l'entreprise de collecter l'impôt? Vous me direz, elle le fait déjà avec la CSG, elle le fait aussi avec la TVA. Expliquer ça à la totalité des pays du monde qui font ça depuis très longtemps. Bon, leur impôt sur le revenu est plus simple. Ce n'est pas le même impôt sur le revenu. On peut dire, seule la France a raison et les autres pays du monde ont tort. Mais le recouvrement de l'impôt sur le revenu fonctionne très bien en France. Vous connaissez mieux les chiffres que moi. 99,5% taux de recouvrement de l'impôt sur le revenu. Pourquoi changer un truc qui fonctionne? Il y a la mensualisation déjà qui marche très bien. En tant que contribuable, moi j'ai vécu aux États-Unis 8 ans. Eh bien, quand je recevais mon salaire à la fin du mois, je savais que c'était vraiment mon argent. Et donc j'étais très content de me dire, ça, je peux le dépenser en totalité parce que c'est vraiment mon argent. L'impôt a déjà été prélevé. C'est beaucoup plus confortable pour le contribuable de savoir que l'impôt est prélevé à la source, avant. Et d'ailleurs, personne aux États-Unis n'imaginerait de revenir à ce système archaïque qu'on a en France depuis trop longtemps. Et il parle justement, Pierre Gattaz, à ce propos-là, de l'effet psychologique qu'il ne faudrait pas, selon lui, sous-estimer des salariés qui, fin janvier 2019, vont voir leur fiche de paye et vont voir qu'ils ont moins. Et les impacts que ça peut avoir sur la consommation. Il ne faut pas le sous-estimer, ça, on ne sait pas. Le MEDEF est une force conservatrice qui ralentit le mouvement des choses. On sait très bien qu'en matière de réforme de l'État, le prélèvement à la source est un élément de modernisation, de simplification, d'efficacité. Donc pourquoi ce qui serait bon dans une entreprise... Pourquoi on dit ça alors que le recouvrement approche les 100% sur l'impôt sur le revenu? Mais parce que déjà, c'est un peu absurde, si vous voulez, de recouvrer une année plus tard un impôt qui est assis sur un revenu d'année passée. Notamment pour le tiers des Français qui voient leur revenu baisser d'une année sur l'autre. Quand vous allez dans un magasin, vous payez la TVA, c'est sur ce que vous venez de dépenser. On ne vous dit pas, ah, votre TVA, vous allez la payer l'année prochaine. Non, ce serait absurde. Donc on voit bien que cette idée de dire, quand on a une dépense, quand on a un revenu, on paye l'impôt immédiatement sur ce qui correspond à l'assiette de cet impôt, ça c'est du bon sens. Eh bien, on y revient, tant mieux. Alors, ça pose des difficultés, on le comprend bien. Même, oui, pour les petites entreprises, pour les TPE qui ont un coût dans les logiciels, la formation. Voilà, c'est un coût qui sera peut-être lourd aussi pour les TPE et les PME. Vous ne le sous-estimez pas non plus, ça. Ça fait partie alors, des réformes qui ont un coût pour les entreprises, mais qui sont des réformes de bon sens. Ça n'a rien à voir avec toute la paperasse qui avait été mise en place par les lois Aubry au moment des 35 heures, où là, il y avait non seulement, on accablait en fait de paperasse les entreprises, mais en plus, on pénalisait leur compétitivité. Là, on crée un système qui est bon pour tout le monde. C'est tous les pays. Il y a différents taux. Vous savez qu'il y a différents taux. Il y aura le taux neutre pour ceux qui veulent conserver la confidentialité. Et eux, pour le coup, ils devront en fin d'année donner leurs revenus financiers ou fonciers au fisc, à l'administration. Ou alors. C'est pour protéger aussi la vie privée. C'est pour protéger aussi. C'est un petit côté usine à gaz quand même, non? C'est compliqué. Ah, merci. Enfin. Je le reconnais. Mais. Aussi, il faut comparer en fait la France avec les autres pays. Je suis pas sûr que pour certains, et nous ne sommes pas là en train d'inventer un système que personne n'a mis en œuvre. Au contraire, nous sommes en train de rattraper un retard que nous avions sur tous les pays qui prélèvent à la source. Bon, et quand Pierre Gattaz dit que cet effet psychologique de voir moins sur la fiche de paie, ça pourrait pousser justement les salariés à demander une augmentation, c'est un peu excessif?
Ben, il a qu'à discuter avec ses collègues des autres pays occidentaux qui le convaincront certainement que c'est une bonne réforme. Bon, un petit mot, deuxième coup de gueule pour le coup, on finit là-dessus, de Pierre Gattaz, sur le contrôle bonus-malus, sur les cotisations patronales de l'assurance chômage. Pourtant, c'est vrai que le prix Nobel d'économie, Jean Tirole, y est favorable. C'est pas n'importe qui. L'idée, on rappelle le principe, c'est de moins taxer les sociétés qui sont vertueuses, qui embauchent en CDI, qui conservent plus longtemps leurs salariés, et taxer celles qui abusent de l'intérim, des contrats courts, qui coûtent cher à l'assurance chômage. On le sait. C'est un mauvais combat pour vous du MEDEF? Oui, je pense, parce que oui, moi j'ai une entreprise qui a 45 salariés. Quand j'embauche en CDI aujourd'hui, je le fais sur un plan de long terme. Je ne vais pas construire mon modèle d'embauche sur, comme ça, quelqu'un qui rentre, qui sort, qui rentre, qui sort. En revanche, j'ai besoin de flexibilité sur le CDI. Ça, c'est vrai. Donc moi, je préfère qu'en France, on aille vers plus de flex-sécurité sur le CDI, plutôt qu'on maintienne ce CDD systématique qui en fait crée beaucoup d'instabilité pour les employés eux-mêmes. Ils ne savent jamais s'ils vont rester dans l'entreprise ou pas. Donc c'est une bonne mesure. Alors je comprends qu'il y en ait qui râlent parce que souvent ils ont abusé de ces CDD et ils se font aujourd'hui pointer un peu du doigt. C'est lié aussi parfois à la saisonnalité aussi de leur activité. Alors, quand il y a saisonnalité, on imagine bien le secteur des restaurants, des hôtels, il va être pénalisé. De la saisonnalité. Là, je souhaite que par branche, en fonction évidemment du rythme cyclique des activités, on s'adapte. Parce qu'évidemment, dans l'hôtellerie-restauration, il faut avoir Mais c'est eux essentiellement une certaine flexibilité. L'enchaînement des CDD courts, essentiellement dans ce secteur-là, qui sera pénalisé. Mais je pense qu'au cas par cas, parce que le gouvernement est pragmatique, il y aura des solutions qui seront mises en œuvre. L'intime conviction du gouvernement, au travers, là on parle pour le coup des réformes fiscales, c'est que justement avec la flat tax sur les revenus financiers de 30%, avec l'impôt sur la fortune quasi supprimé, en tout cas recentré sur l'immobilier, tout ça va vraiment aider et doper la croissance. C'est aussi votre conviction parce que c'est le chef de l'État hier, Emmanuel Macron, qui disait que, voilà, que toutes ces mesures seront bonnes pour tout le monde. Il faut d'abord dire qu'elles seront d'abord bonnes pour celles et ceux qui payent l'ISF, qui gagnent beaucoup d'argent. Après, ce qu'ils vont en faire, c'est un pari. Il faut admettre que tout ça est un pari et que ça peut marcher ou pas. Alors, comme tout pari, il s'appuie sur des comparaisons internationales. Nous savons, pour avoir regardé les autres pays, ce qui fonctionne. Bon, si vous dites aux entrepreneurs, aux investisseurs, ne venez pas en France, c'est vraiment un pays où vous n'êtes pas désiré, on n'a pas besoin de vous, ils vont ailleurs. C'est un enfer fiscal, la France, jusqu'à présent? C'est d'abord beaucoup d'illisibilité. Ce que ce gouvernement apporte, je trouve très bien, c'est de dire on fait un taux unique, simple, qui est visible de l'extérieur. Vous voyez, quand on dit vous faites des plus-values, vous avez un taux de 30%, là, à l'extérieur de la France, les gens comprennent. Lorsque vous dites, c'était le cas avant cette réforme, si vous avez l'entreprise pendant 3 ans et que vous avez tel âge, alors là vous allez payer tel taux, etc. C'est illisible. Et quand c'est illisible, les gens n'aiment pas. Un investisseur, un entrepreneur, il a besoin de clarté et de constance. Il a besoin aussi d'avoir sur 5 ans la même politique fiscale. Donc ça, c'est un gros effort que fait le gouvernement pour devenir lisible et c'est très apprécié. Moi, je le vois de tous les gens qui regardent la France en se disant « Tiens, il se passe quelque chose de neuf ». Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que c'est notamment sur les dividendes. Pour l'investir, c'était un petit peu rédhibitoire. C'est vrai que tranche marginale jusqu'à 60%, non mais c'était carrément rédhibitoire pour certains. Très élevé et très compliqué. Ça ne veut pas dire pour autant que la France redevient attractive, parce qu'on est dans la norme maintenant, on est dans la moyenne européenne avec cette fiscalité-là. Oui, mais comme la France on ne devient pas super attractif non plus. Comme la France a d'autres facteurs d'attractivité, la qualité de la main-d'œuvre, la qualité du système éducatif, la qualité des infrastructures, la sécurité du système légal et juridique, on a beaucoup d'atouts qui étaient pénalisés par une fiscalité très lourde et illisible. Si on améliore ce sujet-là, on peut devenir la locomotive de l'Europe. Il ne faut pas sous-estimer la capacité des Français à redevenir une force extraordinaire dans l'économie européenne. Les Allemands ont d'autres problèmes. Ils ont un problème démographique qui, depuis très longtemps, pèse lourdement sur la stratégie à long terme de l'Allemagne. D'ailleurs, s'ils ont ouvert les portes comme ça à l'immigration, c'est pour une raison qui est aussi très liée à la démographie allemande. Donc nous avons une démographie dynamique, nous avons beaucoup d'atouts. Et il manquait quelque chose qui était notamment sur la dépense publique, sur la fiscalité. Sur la dépense publique, rien n'a été fait, pardon. Donnez les bâtons pour vous faire battre. Il n'y a rien qui a été fait pour l'instant sur la dépense publique. Il y a un engagement respecté. Déjà, c'est déjà beaucoup de pouvoir respecter les engagements européens. Avant, on s'asseyait sur nos traités allègrement, on les signait, puis quelques années après, en disant non, c'est pas moi qui ai signé ça. Bon, la parole de la France n'était pas respectée. Notamment dans un gouvernement dont vous faisiez partie à l'époque.
De mémoire, non? Je ne crois pas. Je crois qu'entre 2002 et 2007, nous avons eu une période de croissance, avec notamment une réduction forte du chômage, avec une forte augmentation du La nombre France était au-delà de 3% d'entreprises. de déficit, hein. Mais le chemin a été un chemin de baisse en fait des déficits. Ça a dérapé après, mais après il y a eu la crise, il y a eu 2008 et là ça a complètement dérapé. Et pas seulement chez sous Nicolas Sarkozy. Et là, le gouvernement aujourd'hui, il tient parole. Et ça, c'est déjà très important, non seulement pour les Français, mais vis-à-vis de notre partenaire numéro 1, qui est l'Allemagne. Nous ne pourrons pas faire évoluer l'Europe vers un modèle équilibré entre le social et l'économique sans que l'Allemagne y consente. Et pour que l'Allemagne consente, il faut qu'elle ait confiance en nous. Pour qu'elle ait confiance en nous, il faut que nous, on respecte les traités. Ça veut dire respecter. Il faudra voir ce qu'on réussit à négocier avec elle. Pour l'instant, on n'a pas réussi à négocier grand-chose. Il faut dire ce qu'il y a avec l'Allemagne. Mais tenir sa parole, vous avez raison, mais à quel prix? Au prix de ce truc absolument ubuesque de surtaxe des grandes entreprises. Il fallait trouver 10 milliards, 5 milliards, vous avez suivi l'affaire, la taxe sur les dividendes invalidée par le Conseil constitutionnel, et finalement voilà 10 milliards, dont 5 milliards en 2017, et bien ça sera aux entreprises. Donc on va substituer une taxe illégale à une nouvelle taxe sur les entreprises. Avouez quand même que c'est kafkaïen. Et il n'y a qu'en France qu'on fait ça. Je considère qu'effectivement, le précédent quinquennat a été un échec sur le plan économique. D'accord, et que beaucoup d'erreurs ont été commises à cette époque. On demande aux entreprises de payer pour une erreur d'un gouvernement. Absolument. Ça vous choque pas, ça? Alors, si vous voulez, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de gouvernement efficace. Donc effectivement, on paye tous les jours des factures. Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose à faire que de pomper, de taper 5 milliards d'euros aux grandes entreprises? Il fallait sur 2017, maintenir, le problème c'était 2017. Il fallait maintenir, ça c'est vraiment la priorité numéro 1, et c'est difficile à expliquer aux Français parce que ça leur paraît un peu abstrait, maintenir la crédibilité de la France en Europe. Emmanuel Macron peut devenir un leader européen, il peut remettre l'Europe sur les rails. Ça a un prix, c'est qu'on respecte la parole donnée. Quitte à envoyer des signaux contraires. On dit on baisse l'impôt sur les sociétés et en même temps, ce qui est vrai, 25% horizon 2022 et en même temps sur 2017, poum, coup de bambou, 45% pour certaines boîtes du CAC. 45% Petite correction liée à une erreur de l'État qu'il faut rattraper, mais la tendance c'est bien la baisse de l'IS et ça n'a pas été remis en cause. Bon, merci à vous. Merci à vous. Renaud Dutreil donc était aujourd'hui votre invité, ancien ministre des PME, président de Mirabeau Private Equity. Merci à vous. Au revoir.